Monsieur Derez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors en 2012, Covéa était le 6e assureur en France avec un chiffre d'affaires qui dépassait les 13 milliards d'euros. Qu'en est-il de 2013 ? En 2013, donc, nous aurons progressé en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on va être aux environs de 15 milliards et demi de primes collectées au total. Une progression finalement non-stop depuis maintenant au moins 5 ans. On peut le dire comme ça. C'est gentil de votre part. La recette Covéa, c'est quoi? Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est d'abord l'amour du métier. C'est de le faire avec surtout une constante préoccupation de ne pas dégrader les fondamentaux techniques. La recherche du chiffre d'affaires pour le chiffre d'affaires est une notion un peu illusoire qui, sur le moyen et même long terme, se révèle nocive. Donc nous, l'attention n'est pas particulièrement portée sur le chiffre d'affaires, elle est principalement portée sur les ratios techniques. Si les fondamentaux sont bons, convenables, ils ne peuvent pas être toujours excellents évidemment, hein, mais c'est l'impératif catégorique. Et sur ce côté-là, vous êtes satisfait également pour 2013 ? Oui, avec des impacts qui sont quand même non négligeables, tout ce qui concerne donc, les événements climatiques. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'événements climatiques majeurs. On n'a pas eu en 2013 Xynthia, on n'a pas eu Klaus, on n'a pas eu Lothar, Martin, enfin tous ces noms qui parlent aux assureurs. Mais on a eu quand même une profusion d'éléments naturels, plutôt modestes dans leur survenance et dans leur taille, mais qui au total font une chaîne qui pèse lourd. En décembre 2012, c'était la création de Covéa Coopération. Alors, première année finalement d'existence pleine, quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il y a un effet sur les résultats? Est-ce qu'il y a un effet Covéa Coopération? Il n'y a pas d'effet Covéa Coopération sur les résultats. Covéa Coopération a été créé pour simplifier les structures de Covéa. Même les personnes comme vous, qui ont la bonté de s'intéresser aux structures de Covéa, avaient tendance à penser, sauf vous peut-être, que ces structures étaient complexes, sophistiquées et de temps en temps difficilement intelligibles. Covéa Coopération a été créée pour simplifier ces structures. Donc en termes d'activité, en termes de dynamique, elle n'a pas d'incidence. Donc le bilan de Covéa Coopération, il est tout à fait banal, plat. C'est un outil juridique, un outil financier, mais qui n'a pas d'effet marqué sur l'activité. On s'était rencontrés avec les journalistes de l'ANJA. Vous aviez parlé justement d'une espèce de nouvelle ère. Vous parliez de sophistication. Est-ce que c'est une modernisation Covéa Coopération? Vraiment une modernisation, une nouvelle ère pour le groupe complet? Alors la modernisation, elle n'a pas été réalisée à travers Covéa Coopération. Elle l'a, au plan opérationnel, au plan de l'activité, beaucoup plus été par la nouvelle organisation qui a été mise en place à partir de juillet 2013. Donc on a construit les choses comme ça. On a attaqué ce qui était relativement simple. Mon propos n'est pas de méconnaître l'importance, l'intensité du travail qui a été fait par les équipes juridiques et financières. Mais c'était dans l'énoncé et dans le principe, finalement, quelque chose de simple. Ça consiste à regrouper toutes les participations des mutuelles dans une seule entité. Vous voyez, ça tient en une phrase. Donc ce n'est pas quelque chose de bouleversant en termes d'énoncé. Ce qui était décisif en termes d'activité opérationnelle, c'est ce qui a été mis en œuvre après, évidemment, Covéa Coopération. Il fallait commencer par Covéa Coopération. Covéa Coopération rendait possible, légitime, plus facile aussi, la création des directions communes. Et donc c'est la nouvelle organisation qui a été mise en place en 2013, à partir de juillet. Ça, c'est une chose qui a eu une incidence, qui a et qui aura, je le souhaite, une incidence sur le futur de Covéa. Pour revenir sur cette année 2013, vous avez un confrère qui parle d'une avalanche réglementaire. Quel regard vous tirez sur les relations entre les pouvoirs publics et les assureurs pour cette année 2013 ? Pour le dire simplement, je pense qu'il y a une méconnaissance de la part des pouvoirs publics de ce que sont les caractéristiques du métier de l'assurance. Les textes auxquels vous faites sans doute implicitement référence, à Enil ou à Hamon, etc., les épisodes plus ou moins intelligibles de ce qui était le rapport Berger-Lefebvre, avec une profusion d'imagination,
était finalement de la macroéconomie, avec des grands principes, avec des grandes idées, mais un embrayage sur la réalité qui, généralement, va au rebours de ce qui est souhaité. Pour 2014, qu'est-ce que vous imaginez? Quelles sont vos perspectives? En 2014, on va retrouver ces réglementations. Alors peut-être pas tout ce qui était en germe dans le rapport Berger-Lefebvre, puisque récemment, le président de la République a dit dans son discours aux forces vives de la nation qu'il n'y aurait pas de modification de la fiscalité de l'assurance vie. Donc espérons. En ce qui concerne les deux autres textes, l'ANI et puis la loi Hamon, elles devraient entrer en vigueur cette année. Donc le travail qu'on a essayé de décourager, il va falloir le faire en 2014. En 2014, au plan réglementaire, au plan de l'organisation du métier, va être lourdement impacté par ces dispositions ANI, loi Hamon. Et pour Covéa, précisément, est-ce que vous avez des angles? On sera comme tout le monde. Covéa n'est pas une créature suspendue dans un ciel serein. On va devoir s'adapter à ces transferts d'assurés entre les contrats individuels et les contrats collectifs. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, en termes de nombre, avec des contrats individuels. Donc, heureusement, on a accueilli cette année SMI. On avait déjà accueilli précédemment Abgis, qui ont eu un savoir, un potentiel en collectif. Bon, tant mieux. Mais il va falloir quand même adapter et nos réseaux et nos activités. Quant à la loi Hamon, je crois que tout a été dit par la profession sur le sujet. On n'arrive pas à comprendre comment un accroissement de la charge, notamment en matière commerciale, pourra aboutir à une baisse des tarifs. Mais bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle sur le sujet. Ce qu'il faut essayer, c'est que cet accroissement de charge commerciale soit le moins pondéreux possible, de façon à avoir la moindre incidence possible dans les tarifs. C'est tout. Pour revenir sur Abgis et SMI, vous êtes satisfait de 2013 ? Ah oui, bien sûr. Oui. Je pense que l'arrivée d'Abgis d'abord, et puis cette année de SMI, c'est aussi un champ de perspective. Alors, il se trouve que ça n'a pas été fait pour ça, mais il se trouve qu'avec les dispositions ANI, on a un peu le sentiment d'avoir tiré la bonne carte. Alors, il y a une carte qui pourrait être tirée parce qu'elle est souvent abordée par le secteur de l'assurance également, pour 2014, mais surtout pour les années à venir. C'est tout ce qui va concerner les données et le numérique. Pour le coup, Covéa, vous ne faites pas souvent figure, on ne vous voit pas en première ligne sur ces sujets-là. Comment vous, en tant que président, vous les voyez? Ces sujets à la fois données, mais surtout arriver sur le numérique quand il va falloir se battre pour les clients auto et ce genre de situation. D'abord, je remarque simplement que votre phrase ne doit pas être au futur. C'est pas « il va falloir se battre pour les clients auto ». On se bat déjà. Bon. C'est important parce qu'il n'y a pas de nouveauté sur le fait que nous sommes perpétuellement en compétition. La compétition ne va pas surgir demain de big data comme elle ne surgira pas d'entrer en vigueur de la loi Hamon. La compétition, elle existe depuis des années et des années. Il suffit d'allumer un récepteur de télévision sur douzaine de spots. Il y en a au moins 3 qui sont pour des produits d'assurance, qui émanent d'ailleurs des différents intervenants, voire des comparateurs. Donc nous, on a une direction des nouvelles technologies qui est très active sur ce sujet. C'est elle qui est chargée, dans les différents réseaux, enseignes, de préparer tout ça. Donc on est ô combien attentif à tout ce qui concerne donc, ce qu'on appelle big data, avec des conséquences qui peuvent et qui vont s'y attacher. Vous avez une participation historique, vous parliez comparateur évidemment dans Assurland. Il y a eu des tergiversations, vous aviez essayé de le vendre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Assurland? Nulle part, c'est-à-dire que tout simplement on avait eu une offre spontanée qui n'a pas été jugée satisfaisante en termes financiers, tout simplement. Donc le dossier est refermé, point. Voilà. Et la loi Hamon, ça ne peut pas être une opportunité soit dans un sens, soit dans l'autre? C'est-à-dire pour une vente ou pour, au contraire Je ne pense pas. Je ne suis pas certain. Alors, je sais qu'il y a une théorie qui dit que ce sont les comparateurs qui ont suscité la loi Hamon. Peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, je n'est pas sur Land. Mais il y a d'autres comparateurs, notamment les comparateurs britanniques, contrôlés par des Britanniques. Maintenant, de toute façon, les comparateurs ont vocation à prendre une place. Est-ce que la loi Hamon va véritablement accélérer les choses? Difficile à dire. Je suis partagé sur le sujet.
D'accord. J'ai une dernière question. Covéa recoupe, on en a parlé, donc des mutuelles d'assurance, des mutuelles, du Code de la mutualité, une IP, est présent à la FFSA-M, également au GEMA, également à la Mutualité française. Et pourtant, vous... Au CETIP. Au CETIP également, évidemment. Ah oui, avec Amgis. Mais vous n'êtes, vous, Thierry Dorez, présent, je dirais, en surface, que à la vice-présidence de la FFSA-M. Non, Non, même plus. Même plus. Même plus. Alors, Celui qui, c'est quand même étonnant pour un assureur de cette taille-là de ne pas vous voir plus souvent à des postes de responsabilité. C'est un choix? C'est un choix, oui, bien sûr. En même temps, je ne suis pas un cas isolé. Hein. Ah non, c'est sûr. Mais vous avez quand même un groupe important. Bah oui, mais même des groupes importants, même plus importants que le mien, ont cette façon de procéder. Alors, je n'ai pas les autres en face de moi. Alors, pourquoi vous faites ce choix-là? Mais tout simplement parce que le fait que je sois présent dans une des instances ne facilite pas la liberté de manœuvre du groupe. Une fois qu'une position est calée, parce que je l'aurais exprimé, mais pour autant que ce soit mon rôle, mais je crois que ça l'est, les possibilités de mouvement deviennent nulles. Or, je ne peux pas, sauf à passer mon temps dans ces instances, être à la fois au CETIP, à la FNMF, au GEMA et à la FFSA. Donc, la position la plus sage, dont je souligne qu'elle est adoptée par au moins un autre assureur que je connais bien et que j'apprécie, c'est d'être nulle part. Thierry Dorez, merci beaucoup. Merci à vous.